moi, je suis passée de la rue à la couverture de tous les magazines à la Nouvelle Star. Je découvre qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Moi, je continuerai à le faire. Ça vient du plus profond de mon cœur, de mes tripes. J'aime Israël. Je représente des LGBT plus modérés, mais je les représente quand même. Je suis un artiste indépendant. Ce n'est pas du tout incompatible avec le fait que je sois un amoureux de la France, un patriote, un homme de droite. J'ai envie d'ouvrir les esprits, j'ai envie de casser les codes. C'est pas l'extrême gauche qui va vous arrêter. Bienvenue sur Feminist, là où les esprits libres prennent le pouvoir. Feminist. Aujourd'hui, sur Feminist, nous recevons Bruno Monro. En 2006, il participe à l'émission La Nouvelle Star, puis enchaîne d'autres émissions de télé-réalité. Depuis, Bruno Monro a pris un virage inattendu. Loin des codes de la télé-réalité et du show-business conformiste, il ose aujourd'hui aller à contre-courant de ce qu'on aurait pu attendre de lui. Il a déclaré être de droite, patriote, catholique et se positionne contre le wokisme, un propos rare dans le milieu artistique, gangréné par la pensée unique et la peur d'être exclu pour déviance idéologique. Sur Feminist, on donne la parole à ceux qui résistent à l'ère du temps, et c'est pour ça qu'on a eu envie de le recevoir. Bruno Monro, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Qui êtes-vous ? C'est une question assez compliquée dès le départ. Qui suis-je ? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Bruno Monro. Je suis auteur-compositeur à la SACEM de Paris depuis plus de 20 ans. Je suis intermittent du spectacle et il se trouve qu'aujourd'hui, je fête mes 20 ans de carrière. Donc c'est un jour très important pour moi et je suis très heureux de le partager avec vous. Donc 20 ans de carrière télévisuelle, médiatique, radio, presse, votre fil d'actualité depuis 20 ans. Donc voilà, c'est un jour très particulier pour moi et je suis ravi de le partager avec vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce parcours pro, du coup ? Vous avez fait La Nouvelle Star, et puis après, ensuite, ça vous a lancé. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter les différentes émissions, les différentes choses, musique que vous avez fait, etc. Alors, je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté nulle part. Moi, je suis passée de la rue, de SDF, à la couverture de tous les magazines à la Nouvelle Star. C'est une longue histoire, mais pour faire très court, par amour, je me suis retrouvée à vivre dans la station de métro Saint-Lazare. Et un jour, je regardais la télévision et je suis tombée sur une publicité de la Nouvelle Star. Et je me suis dit, même si je suis qu'un mec de la rue, peut-être que Dieu va me donner la chance de changer ma vie. Je me suis inscrit et puis on était 60 000 en France, en Suisse et en Belgique. Et je suis véritablement passée de la station de métro de Saint-Lazare à finaliste de Nouvelle Star, à 13 couvertures de magazines, à 6 millions de personnes qui me regardent chanter, prime après prime. Alors j'ai vraiment une vie pas comme les autres. Et c'est pour ça que je suis très fière de mon parcours, de l'homme que je suis devenu aujourd'hui et de tout ce que j'ai construit. Parce que moi, je viens de nulle part, je viens de rien, j'ai pas eu de piston, j'ai pas eu d'aide. Je n'ai rien eu, j'étais un petit bonhomme qui voulait chanter, qui avait la foi et qui a fait en sorte que les étoiles s'alignent pour moi. Vous faites court parce que vous n'avez pas envie de nous embêter ou parce que vous ne voulez pas rentrer dans les détails ? C'est une histoire très, très dure, très longue, très intime, et je pense que je ne suis pas encore prêt à tout raconter, mais véritablement par amour, je me suis retrouvée à la rue, par amour. Et qu'est-ce que vous entendez par amour, si vous pouvez un tout petit peu... C'était ma première histoire d'amour, c'était 1 an et demi de relation, c'était la personne que j'aimais plus que moi-même. C'était la personne avec qui j'ai tout fait pour la première fois de ma vie, et à qui j'ai tout donné, et qui a fini par me trahir avec mon meilleur ami. Alors que je travaillais la journée, que je ramenais l'argent le soir pour manger dans la station de métro. Et c'était une Cette personne était à la expérience. rue aussi ? Oui. Cette personne, on s'est retrouvés à la rue du jour au lendemain. Et on ne voulait pas se séparer, on ne voulait pas se quitter. Alors on est restés ensemble dans cette galère, encore une fois, par amour. C'était une histoire très douloureuse, puisque c'était ma première histoire d'amour, j'avais aucune expérience. Et tout s'est terminé juste avant que je signe mon contrat à la Nouvelle Star, quand je l'ai retrouvé au lit avec mon meilleur ami. D'accord. Et je suis passée du petit mec qui chantait dans les métros à star de télé-réalité, à star de télé-crochet musical. Et j'ai pas eu le temps de me faire des amis, je connaissais personne. Je suis passée de rien à tout. Et ça a été très violent pour moi.
Je ne peux pas cracher dans la soupe parce que sans M6 et sans la Nouvelle Star, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Mais de passer du rien au tout, psychologiquement parlant, c'était très compliqué. Pourquoi? Ça fait quoi? Ben, ça fait qu'on n'a pas le temps de réaliser. Moi, j'étais la même personne. Aux yeux, pour moi, je n'avais pas changé, mais pour les gens, bah, tout avait changé. Du jour au lendemain, on vient parler de moi en me disant «Ah, mais j'étais ami de Bruno à l'école, etc., etc.» Mais j'ai jamais eu d'amis. J'avais un ami à l'école quand j'étais toute mon enfance. J'ai eu un ami. J'avais pas d'amis, personne ne m'aimait. J'étais seule. Sauf que quand tu deviens quelqu'un, quand tu es en couverture de tous les magazines, aux yeux du monde, tu deviens quelqu'un. Et ce parcours depuis la Nouvelle Star, de la Nouvelle Star à maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous le raconter? Oui, alors j'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'ai signé mon premier contrat chez Sony BMG. Donc, je suis finaliste de Nouvelle Star avec Christophe Willem sur M6. J'ai eu mon premier tube, J'irai chanter, que j'ai chanté aux 8 machines chez Charlie et Lulu à l'époque. Premier tube, premier titre numéro 1 en France pendant plus de 3 semaines. Par la suite, j'ai fait Les plus belles voix de la télé-réalité, qui a été tournée entre Paris et le Canada, avec Slimane, qui a gagné The Voice. Donc j'étais finaliste, j'ai pas gagné. Et puis par la suite, j'ai fait Les Anges de la télé-réalité avec Nabila à Hawaï. Là, j'ai décroché un contrat chez Universal Music et j'ai eu mon deuxième tube qui s'appelle Be Mine. C'est un titre original que j'ai enregistré à Hollywood. Le vidéoclip a été tourné à Hawaï et c'est un titre qui a récolté 1 400 000 vues et qui a été numéro 2 en France pendant 2 semaines. Donc voilà, c'était mes 2 succès commerciaux. Et puis j'ai pris la décision par la suite de consacrer l'intégralité de ma vie à la scène. Je voulais pas être l'artiste d'un tube ou le genre d'artiste qu'on peut écouter en streaming. J'ai eu beaucoup de propositions de maisons de disques, mais je voulais consacrer ma vie au live. Parce que moi, j'ai jamais rêvé de gloire, ni de glamour, ni de célébrité, ni de buzz, ni d'être quelqu'un de célèbre. C'est des choses qui sont venues à moi quand j'étais à la rue. Et pour moi, c'était juste une manière de bien m'alimenter et de faire un métier que j'aimais, tout simplement. Donc c'était ma bouée de secours, c'est ce qui m'a sauvé la vie, la musique. Donc je rêvais pas de gloire et de paillettes et de célébrité, de toute cette visibilité que j'ai 20 ans plus tard. C'est des choses qui sont venues à moi. C'est pour ça, moi, je suis très croyant et je crois au destin et je pense qu'on est destiné à faire certaines choses et d'autres pas. Et voilà. Vous travaillez aujourd'hui dans le monde de la nuit, vous vous produisez dans des clubs privés, c'est ça? Je suis ce qu'on appelle vulgairement un artiste de scène, comme un artiste d'opéra, comme un artiste de théâtre, comme un chanteur par exemple, de comédie musicale. J'ai dédié l'intégralité de ma vie au spectacle vivant, à la scène, à cette connexion qu'on peut avoir avec les gens directement. Moi, les streamings ne m'intéressent pas, les chansons ne m'intéressent pas, les tubes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux apporter aux gens d'un point de vue humain, cette connexion spirituelle. On est des raconteurs d'histoires. Et le temps d'un spectacle, le temps d'une chanson, je fais en sorte que les gens oublient leurs problèmes. Et ça, pour moi, ça a plus de valeur que tous les tubes qu'on peut avoir dans une vie, que tous les numéros 1 que j'ai déjà eu. J'ai eu 2 numéros 1 dans ma vie, enfin un numéro 1, un numéro 2, donc j'ai déjà eu des tubes, c'est fait. Maintenant, je me consacre à l'humain. C'est ça vraiment qui me donne envie de faire ce métier et de me lever tous les matins. Vous vous dites aujourd'hui patriote, de droite, conservateur, catholique, oulala. Est-ce que c'est une identité qui est difficile à conjuguer avec le monde de la nuit? Pas du tout. Moi, j'ai l'habitude de dire que je chante et que j'enchante les nuits parisiennes depuis plus de 20 ans. Alors, ça fait un petit peu le mec, il a le melon. C'est une jolie phrase que je me suis inventée pour embellir la chose. Mais c'est vrai que c'est pas facile de travailler la nuit. Mais quand vous êtes artiste, moi je suis née à Paris. Quand vous êtes artiste, comme Edith Piaf, comme Amy Winehouse, vous vivez du spectacle, vous vivez des shows. Et le spectacle à Paris, c'est la nuit, c'est pas la journée. Donc évidemment, je suis obligée de gagner ma vie. Parce que c'est ça la vie d'artiste. La vie d'artiste commence quand tu sors de la Star Academy, quand tu sors de The Voice, quand tu sors de la Nouvelle Star. Et je suis obligée de travailler pour payer mes factures. Parce que moi, je n'ai pas de producteur comme Céline Dion derrière moi ou comme Maria Carey dans le temps, Tony Mottola. Moi, je suis un artiste indépendant, donc je suis obligée de travailler. Donc je chante dans des bars, dans des clubs, dans des cabarets la nuit pour gagner ma vie. Ce n'est pas du tout incompatible avec
mes valeurs républicaines, avec le fait que je sois un amoureux de la France, un patriote, un homme de droite, un conservateur, un catholique pratiquant et qui a reçu une éducation judéo-chrétienne. C'est pas du tout incompatible, c'est juste mon métier. Mon métier est à mon image, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai une image beaucoup plus classe, beaucoup plus standard, mais ça ne fut pas le cas tout le temps. Mais j'avais l'image de mon métier. En tant qu'artiste, je pouvais m'autoriser certaines excentricités que je ne m'autorise plus aujourd'hui parce que j'ai vieilli, que j'ai plus 20 ans, que j'ai mûri et que, comme le bon vin, avec le temps, on essaie de s'améliorer. Vous restez particulièrement excentrique pour le milieu de droite, on va dire. On peut vous considérer comme une sorte d'ovni pour la droite. Comment est-ce que vous expliquez un peu cette personnalité à mi-chemin, en fait, entre plusieurs mondes, ce que les gens souvent n'arrivent pas à faire? C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression quand même, le monde du spectacle, on a l'impression du moins que c'est plus des gens qui s'associent à la gauche, du moins dans l'idée, ou le monde de l'art, le monde du spectacle, etc. Et vous arrivez en fait à avoir un pied dans chaque monde, ce qui est assez particulier. Et ça montre une certaine ouverture d'esprit. Comment vous expliquez cette ouverture d'esprit dans votre parcours? Ça s'explique très naturellement. Je pense qu'en vieillissant, je me suis dit, écoute Coco, je suis très fière de mon parcours artistique, de ma carrière, de tout ce que j'ai déjà fait. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de plus grand. J'ai envie d'ouvrir les esprits, j'ai envie de casser les codes. Mais en toute humilité. J'ai envie de dire aux gens qu'on peut être un artiste et être un artiste de droite. Je le suis. Je n'ai pas perdu de contrat. Aucun. Je continue à chanter exactement où je chantais avant mon coming out politique dans Valeurs Actuelles. J'ai envie de dire aux gens, vous pouvez être aussi un membre LGBT parce que moi, je suis bisexuel. Parce que pour moi, l'amour est universel. Je sais que c'est très utopique. Mais je pars du principe qu'il y a toujours une femme qui peut te faire chavirer et qu'il y a toujours un homme qui peut te faire chavirer. J'ai toujours été très droit dans ma vie, dans mes bottes. Je ne suis pas un garçon qui va à gauche, à droite. Je suis toujours très fidèle. Mais voilà. Donc j'ai aussi une partie de moi qui est LGBT et qui représente aussi les LGBT plus modérés, plus réservés, plus conservateurs, certes, mais je les représente. Et j'ai envie de dire aussi que tu peux être LGBT et voter Marine Le Pen ou un parti de droite. Ça existe, parce qu'il y a 13 millions de personnes qui votent Marine Le Pen. Et dans ces 13 millions de personnes, il y a des LGBT, dont je fais aussi partie. Et je ne suis pas une exception. Donc, je suis ici un peu pour... Mon objectif dans mes dernières interviews, c'est de casser les codes. C'est de décomplexer les gens. C'est de dire, n'ayez plus peur d'être un homme, d'être un artiste et de voter à droite. Vous n'allez pas perdre de contrat. Et si ça vous arrive, vous allez en retrouver d'autres. Parce que si vous avez la foi, si vous avez le courage et un minimum de talent et d'audace, il n'y a que Dieu qui peut vous arrêter. C'est pas l'extrême gauche qui va vous arrêter. Ok? Donc mon message, il est là. Je suis là pour casser les codes et pour dire que vous soyez LGBT ou artiste, vous pouvez voter à droite. C'est pas grave. Vous n'êtes pas un monstre. Tout va bien. Est-ce que vous avez des choses à reprocher à la communauté LGBT, queer, woke? Au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit dans mon interview pour Valeurs Actuelles, j'ai plus aucun point commun avec la communauté LGBT, si ce n'est mes goûts musicaux. Effectivement, si on pense Lady Gaga, si on pense Chappell Roan, si on pense Sabrina Carpenter, ces artistes 2025, Dua Lipa, oui, d'un point de vue musical, je garde mes références musicales très, très queer, très LGBT friendly. Mais d'un point de vue humain, et ça me fait beaucoup de peine de le dire, j'ai plus aucun point commun avec cette communauté. Je me suis rendu compte que j'étais complètement à l'opposé. Moi, je ne suis pas sectaire. Mon cerveau n'est pas lobotisé. Ce qui me fait de la peine en France par rapport aux LGBT, c'est cette dérive sectaire qu'ils sont devenus, en fait. Tout simplement. C'est devenu un parti de gauche, voire d'extrême gauche, complètement sectarisé. Si tu parles différemment de ce qu'ils ont envie que tu parles, si tu es différent, tu es mis à part, tu es montré du doigt, tu es devenu le petit mouton noir à abattre. Ça, c'est typique d'une secte. Il faut le dire, c'est très grave ce qui se passe chez les LGBT aujourd'hui. Je ne valide pas énormément de choses. Pour moi, déjà, on ne mélange pas les enfants et les LGBT. Déjà, ça, c'est quelque chose qui me révolte. Quand j'ai vu ça aux Jeux Olympiques, quand j'ai vu cette gamine mineure au milieu de ce spectacle wokiste,
presque pornographiques, avec des connotations sataniques. Mais qu'est-ce qu'une enfant fout au milieu de drag queen? On ne mélange pas la sexualité, la religion, puisqu'ils ont aussi manqué de respect à la religion catholique, puisque c'était une représentation du dernier repas de la scène du Christ. Qu'est-ce qu'une enfant fout au milieu des drag queens? On ne sexualise pas les enfants. On ne leur apprend pas à faire l'amour. On ne mélange pas des drag queens vulgaires, parce qu'il y en a qui sont jolies et respectables. Mais celles qu'on a mis aux Jeux Olympiques, pardonnez-moi, mais c'est ce qu'il y a de plus vulgaire en France. On ne met pas une enfant mineure au milieu de tout ça. Ça me choque, ça choque les chrétiens du monde entier, et peu importe ta religion. Ça ne devrait pas exister. On n'apprend pas aux enfants à faire l'amour. Il y a des choses qui se passent dans notre pays qui ne devraient pas exister. Et ça me révolte. Et je sais que je fais de la peine à énormément d'LGBT, mais si je ne le dis pas, qui va le dire? Ça ne sert à rien d'avoir 2 millions d'abonnés si c'est juste pour les centrer sur toi, sur ta notoriété et tes réussites. Il faut avoir le courage de parler, d'aborder certains sujets qui font mal pour qu'on puisse limiter la casse. Parce que je pense qu'il va y avoir des répercussions sur nos enfants dans pas si loin, dans pas si longtemps que ça. En parlant d'enfants, justement, moi je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez un enfant qui était très seul, très isolé, vous n'aviez qu'un seul ami. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre enfance? Vous étiez comment quand vous étiez un petit garçon? Est-ce que vous aviez déjà ces goûts, disons, esthétiques particuliers pour un homme? Et est-ce que vous pensez qu'à l'époque, si les transitions de genre avaient été à la mode comme elles le sont aujourd'hui, peut-être que des médecins auraient tenté de vous faire transitionner? Certainement, la question se pose. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours su que j'étais un homme. Pour rien au monde, je voudrais être une femme. Moi, je suis un amoureux des femmes, je suis très féministe, je défends les droits des femmes. Parce que j'ai une maman qui était très malade toute sa vie, que j'ai toujours surprotégée face à un père qui avait des addictions avec l'alcool, etc. Donc, j'ai toujours été très protecteur des femmes en général, mais de ma mère plus particulièrement. Je pense que tout ce qu'on nous dit pendant notre enfance, qu'on regarde à la télé, comme des dessins animés, etc., ça a une influence sur notre vie d'adulte. C'est pour ça que je ne suis pas forcément pour la GPA, etc. Parce que je pense que malheureusement, on peut influer sur l'avenir de l'enfant, d'un point de vue psychologique. À titre personnel, je regardais à l'époque un dessin animé qui s'appelait Ranma 1/2 au Club Dorothée. Et c'était un garçon qui était tombé dans un puits, il avait hérédité d'une espèce de malédiction. Tu lui lançais un seau d'eau froide ou un seau d'eau chaude, et en fonction, il se transformait en fille ou en garçon. Et moi, je pense que ma bisexualité, mine de rien, moi, ça m'a impacté psychologiquement parlant. Parce que c'est de là où je me suis dit, bah tiens, quand t'es un garçon, tu peux plaire aux filles, et quand t'es une fille, tu peux plaire aux garçons. Moi, vraiment, ce dessin animé, qui maintenant est disponible sur Netflix, ils l'ont remis il y a très peu de temps, donc c'est dingue quand même à quel point ils essayent de laver le cerveau des enfants. À titre personnel, moi, ça m'a affecté, et c'est de là que je me suis posé la question de qu'est-ce que ça faisait de tomber amoureux d'un homme, qu'est-ce que ça faisait de tomber amoureux d'une femme, et que j'ai compris qu'en étant un homme, on pouvait aimer les deux. Donc oui, encore une fois, je me répète, je pense que tout ce qu'on fout dans la tête des enfants aujourd'hui, avec les drag queens qui vont lire des livres à l'école pour les enfants, etc., ça aura un impact sur la sexualité et sur la vision du monde des enfants quand ils seront plus grands et adultes. Et du coup, ce look excentrique que vous avez, est-ce que à quel moment ça a commencé? À l'adolescence ou même dans l'enfance, vous aviez des goûts vestimentaires particuliers? Comment ça s'est développé, votre style? J'ai jamais eu l'impression d'avoir un look particulier. En toute honnêteté, je vais vous dire sincèrement, j'ai toujours eu des références masculines. Mes références masculines étaient des artistes très extravagants. Donc Boy George, David Bowie, Freddie Mercury, Michael Jackson, c'était tous des hommes, tous bisexuels, tous des hommes qui se maquillent et tous des hommes avec des looks très extravagants. Donc moi, je n'ai rien inventé, je me suis inspiré de personnes qui existaient avant moi. Mes codes vestimentaires, mon look, et le peu de fois que je me maquille, moi je me maquille essentiellement quand je suis devant vous, pas quand je suis en interview ou à la télé, parce que chez moi je ne me maquille pas, mais tout mon look, tout ce que je suis finalement, ça vient de ces références masculines qui existaient avant moi. Ce n'est pas du tout des codes LGBT. Et ça, je tiens à le dire, ce n'est pas du tout des codes LGBT. C'est des références masculines qui sont les miennes et qui correspondent à mon métier. Mais androgyne quand même,
C'est des artistes androgynes, mais c'est les artistes qui m'ont donné aussi envie de faire ce métier, parce que je trouvais ça beau de voir un homme un peu différent de ceux qu'on avait à la maison. Moi, j'ai eu un père très macho, très masculin. J'ai eu que des références ultra masculines autour de moi. J'avais envie d'avoir des références un petit peu différentes, mais c'est des artistes qui ont marqué l'histoire de la musique. Quand tu prends un Freddie Mercury, et voilà. Et encore une fois, je tiens à insister dessus. Mes codes vestimentaires et mon apparence, bien qu'elle ait l'air de gauche et LGBT, etc., en vérité, n'a rien à voir. C'est mes références qui m'ont amené à ça. Sur Valeurs Actuelles, vous avez dit que vous avez demandé pardon à Dieu pour votre look. Pourquoi? Parce que toute ma vie, on m'a jugé à mon apparence. Et je pense qu'il ne faut pas juger la vie d'un homme, le parcours d'un homme, la carrière d'un homme ou d'une femme à la couverture du livre. Voyez-vous? Et vous pensiez que Dieu vous jugeait à ça, du coup? La société, Oui. depuis, je vais vous dire quelque chose de tout bête. Toute ma vie, on m'a traité d'ovni. Alors j'ai fini par voir du positif dans tout ça. Je me suis dit, c'est pas grave d'être un ovni, ça veut juste dire que tu es différent. Quand j'ai fait mon casting de la Nouvelle Star, la première chose qu'on a dit de moi, c'est, voilà, un ovni. Et ça fait la couverture de je sais pas combien de magazines. Bon, un ovni, c'est juste quelqu'un de différent, ni plus ni moins. Et du coup, j'ai perdu la question. Vous avez demandé pardon à Dieu pour votre look. Pourquoi? Oui, parce que moi, je suis catholique, je suis pratiquant. Tous les dimanches, je vais à la messe et j'essaye de me confesser au minimum une fois par semaine. Et à chaque fois que je me confessais, même 20 ans plus tard, je demande pardon d'être bi et je demande pardon pour mon look et je demande pardon pour mon apparence parce que j'ai toujours l'impression que ça choque encore certaines personnes, voilà, j'ai toujours l'impression de déranger, de choquer, alors que c'est pas du tout mon objectif ni mon but. C'est encore une fois, c'est lié à mon travail, c'est lié à moi. Vous savez, aujourd'hui, je suis fière de l'homme que je suis devenu. Je me suis calmée niveau look, je me suis calmée niveau apparence. Bon, j'ai un tatouage qui est assez visible, c'est des notes de piano pour celles et ceux qui ne savent pas, donc des notes de piano noir et blanc, puisque mon instrument c'est la voix. Donc forcément, c'est un piano géant que je me suis tatoué, mais il faut savoir que quand on parle de mon look, moi, j'ai jamais touché à mon visage, j'ai jamais fait de botox, j'ai jamais fait de chirurgie. Je suis un garçon 100% naturel qui se maquille quand il vient à la télé ou quand il fait une interview par respect vis-à-vis des intervieweurs et des gens qui vont me regarder. Mais tout bouge, quoi. J'ai des rides, j'ai des défauts. Je suis 100% naturel. Je suis pas du tout accro à la chirurgie ou autre chose, hein. J'ai refait les dents. Voilà. C'est la seule chose, c'est des facettes à l'américaine, comme Mariah Carey, comme toutes les stars américaines. Mais à part les dents, j'ai rien refait. Et j'avais des jolies dents à la base. C'était un petit luxe que je me suis offert une fois dans la vie. Ouais, une coquetterie, voilà, un petit, voilà. Il y en a qui veulent des jolies voitures, moi je voulais des jolies dents. Voilà. Pourquoi est-ce que vous demandez pardon à Dieu parce que vous êtes bisexuel? On fout dans la tête des gens que c'est péché. Et vous savez, le prêtre, ce qu'il m'a dit, vous savez, Dieu est amour. Et Dieu accepte toute forme d'amour. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que c'était pas grave si je tombais amoureux d'une femme ou d'un homme. Je me souhaite, en toute sincérité, de tomber amoureux d'une femme, de finir ma vie avec une femme, d'être papa et d'avoir des enfants avec une femme. Dans le cas contraire, je ne me marierai pas parce que je ne suis pas pour le mariage entre deux hommes. Et je n'adopterai pas d'enfants et je ne ferai pas de GPA parce que je n'ai pas envie de briser la vie d'un enfant d'un point de vue psychologique. Ce n'est pas ma vision du monde. Je respecte ceux qui le font, mais je suis contre. Ce n'est pas ma vision du monde. Je pense que pour l'équilibre mental d'un enfant, personne ne peut remplacer l'amour d'une mère. C'est irremplaçable, ça ne s'achète pas, ça ne s'apprend pas. Donc, voilà, dans un cadre traditionnel, catholique, normal, je m'accorderai cette grâce qui est d'avoir un enfant. Dans le cas contraire, non. Je n'ai pas envie d'imposer ça à un enfant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne. Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup.
Vous avez posté une photo de vous avec Marine Le Pen sur les réseaux sociaux. Alors, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Et puis, vous dites que c'est la Madonna française, carrément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites ça? Et puis, oui, cette rencontre. Alors, c'était une manière un peu enfantine et mea culpa d'avoir utilisé ce terme-là qui est très rigolo et qui fait de mal à personne. Mais alors, j'ai eu la chance de rencontrer, effectivement, j'ai été invitée par le bras droit de Marine Le Pen. Donc, j'ai été reçue à l'Assemblée nationale dans les bureaux privés de Marine Le Pen. Et j'ai eu cette chance, ce privilège de la rencontrer personnellement. Alors, petite anecdote, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai rencontré Lady Gaga à 3 reprises. J'ai rencontré Mariah Carey, qui était l'idole de toute ma vie. J'ai chanté avec Johnny Hallyday à la Nouvelle Star en 2006. Et bizarrement, la rencontre la plus impressionnante de ma vie reste Marine Le Pen. Parce qu'à la seconde où elle a débarqué dans la pièce, dans les bureaux privés, il y avait énormément de personnes du Rassemblement national autour de moi et il y a eu un silence. Mais un silence. Et moi qui parle très facilement, qui suis très sociable, je me suis vraiment sentie très impressionnée. Et pendant 10 secondes, j'ai rien dit. Le blanc total, j'étais paniquée. Il faut savoir que voilà, c'est elle qui a détendu l'atmosphère, c'est elle qui m'a mis à l'aise, elle savait très bien qui j'étais, etc. Et puis, il faut savoir que pour faire une photo à l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen, il faut demander quand même son autorisation. Elle ne fait pas des photos avec n'importe qui parce que vous savez, on ne sait jamais en fonction. C'est quand même la personnalité favorite des Français. C'est le premier parti de France. Donc, il ne faut pas faire des photos avec n'importe qui parce que ça peut te retomber dessus. Donc, elle a demandé de consulter mon compte Instagram. Donc, j'ai passé mon portable à Marine Le Pen. Elle a pris mon portable et puis là, je vois Marine Le Pen, portable à la main, qui défile sur mes photos. Puis là, j'étais vraiment en train de prier le Seigneur, en train de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai posté récemment? Oh mon Dieu, j'en sais rien. Le flou. Puis j'étais là, mon Dieu, elle va refuser la photo, elle va refuser la photo. Elle regarde ma bio, elle défile, elle me regarde, elle me dit, ok, c'est bon. Et là, j'ai pu faire enfin ma photo avec Marine Le Pen. J'ai eu la peur de ma vie, c'est l'anecdote de ma vie. Et c'est une photo dont je suis très fière parce que c'est son photographe depuis 9 ans qui nous a fait cette photo. Elle est super jolie. Je me suis un peu filtré le visage parce que je ne me trouvais pas beau dessus. Il faut savoir que c'est elle qui a choisi la photo, pareil. Parce que c'est elle qui choisit les photos qu'on publie, qu'on publie pas et l'autorisation. Elle a choisi la photo et puis Dieu merci, tout s'est bien passé. Je l'ai publiée. Et voilà, anecdote particulière. Grande dame. Vous soutenez le RN du coup publiquement ou Moi, je suis un homme de droite qui milite pour l'union des droites. J'aime beaucoup Marine Le Pen, j'aime beaucoup Sarah Knafo, j'aime beaucoup Marion Maréchal. Je suis vraiment un militant de droite pour l'union des droites. Je ne suis pas un homme politique, je suis un militant de droite. Vous avez cité que des femmes, là, à droite. Oui, mais je suis très féministe. Je suis très pour le droit des femmes. Je suis un amoureux des femmes depuis tout petit. Mes références vocales sont aussi féminines. Donc, j'aime la femme d'un point de vue général. Justement, vous appelez Bruno Monroe. Oui. En lien avec Marilyn, on imagine? Enfin, pourquoi ce pseudonyme? Alors, mes parents étaient fans de Marilyn Monroe. Et ils se sont dit, si j'ai une fille, elle s'appellera Monroe. Si j'ai un homme, il s'appellera Monroe. Et du coup, Monroe, c'est mon deuxième prénom. Donc en fait, comme je suis garçon, mes parents m'ont appelé Bruno Monroe. Et voilà, c'est tout bête. Ah d'accord, c'est pas un choix... Non, c'est tout bête. D'accord, c'est pas un choix de votre part. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des hommes qui s'habillent avec des vêtements féminins et qui exigent d'être appelés femmes? Ce qui me dérange, c'est l'exigence d'être appelée femme. C'est ça qui me dérange. Parce que vous voyez, je suis très amie avec Vincent McDoom. Voilà, c'est un ami à moi. Je pense qu'on a un peu les mêmes combats en ce qui concerne l'idéologie LGBT. On n'est pas forcément pour le wokisme, etc. Enfin, pour la dérive sectaire que c'est devenu. Par exemple, en prenant l'exemple de Vincent McDoom, c'est un homme qui s'habille de manière féminine. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'il sait que c'est un homme et qu'il n'impose pas autre chose que ce qu'il est. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on commence à imposer aux gens, je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme, alors que tu es un homme. Là, ça me dérange parce que, biologiquement parlant, je suis désolée de le dire, ou tu es un homme, ou tu es une femme. Il n'y a rien d'autre entre les deux. Entre les deux, c'est pour moi, désolé de choquer certaines personnes, mais pour moi, c'est du niveau de la psychologie. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, si tu ne comprends pas que biologiquement parlant,
tu nais homme ou tu nais femme, et je vois pas ce qu'il y a de compliqué en fait à comprendre. Hein. J'ai beau réfléchir, alors on a beau t'imposer cette idéologie progressiste, wokiste, qui consiste toujours à inclure les mêmes catégories de personnes, LGBT, pro-woke, etc., 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 et exclure toujours les mêmes types de personnes, hein, que je ne citerai pas, mais c'est toujours les mêmes qui sont exclus dans la société, hein, pas besoin de vous faire un dessin. Ceci dit, moi, j'y crois pas à cette dérive idéologique. Donc, c'est pas parce que tu vas me dire que tu es une femme, pour moi, si tu es né homme, tu es homme, point barre. Voilà, quoi. Chacun, il voit ce qu'il a envie de voir, quoi. Mais bon, si je vous dis tous les jours, je suis Maria Carey, vous allez y le croire? Si là, je vous dis que devant vous, vous avez Maria Carey, vous y Non. croyez? Non. Bon, bah pour moi, tu es une femme ou tu es un homme. Et comment ça se passe avec ce que vous dites? C'est-à-dire dans le monde de la nuit, il y a quand même beaucoup de drag queens, il y a beaucoup de trans, etc. Comment ces gens réagissent à vos avis? Est-ce que j'imagine que vous en connaissez? Quelle est la relation que vous pouvez avoir avec eux aujourd'hui, vu votre positionnement? Moi, j'ai une relation de respect. J'essaie toujours d'être un homme respectueux. J'essaie de ne pas blesser les gens. J'essaie de ne pas offenser les gens. Néanmoins, je dois la vérité aux gens, ma vérité, ma vision du monde. Elle se doit d'être dite, elle se doit d'être racontée. Je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour plaire à une majorité. D'accord? Donc, les personnes LGBT, drag queens, transsexuelles, je les respecte. Par contre, il faut aussi que ma vision du monde soit respectée. On a aussi le droit de penser différemment, le droit de se battre pour d'autres choses, le droit de s'exprimer différemment, le droit de ne pas être, encore une fois, dans une secte. Vous comprenez? C'est très important. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez été donc, sur le plateau de Sam Zira? Vous avez eu un échange assez intéressant parce que idéologiquement, il est un peu... c'est l'opposé de ce que vous pensez. Et il est très connu dans le monde LGBT, gay, il est très connu à gauche aussi. Quelles ont été les réactions vis-à-vis de vos propos? Est-ce que vous avez subi du harcèlement ou pas du tout? Enfin, quelle a été la réaction? Réaction après interview? Oui. Bah écoutez, je me répète, mais j'ai 20 ans de carrière. Pendant 20 ans, toujours une image nickel, le petit Peter Pan, le petit Bruno des Anges, le petit Bruno de la Nouvelle Star. Et je sors de cette interview de Sam Zira et je découvre les haters, un terme que je ne connaissais pas, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Je découvre le côté sombre d'Internet et j'ose dire le côté sombre de l'être humain. Je découvre que on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, en tout cas on veut nous l'interdire, on ne peut pas parler de politique, voilà, il y a énormément de sujets qu'on ne peut pas aborder. Moi, je continuerai à le faire. Ça fait 20 ans que je suis médiatique, que j'ai fait les plus grandes chaînes de télévision, TF1, France 2, M6, les radios, 13 couvertures de magazines. Ça fait 20 ans que je suis partout dans la presse, partout dans les médias. Et je continuerai à être droit dans ma tête, dans mes bottes, et de défendre les causes qui me semblent justes. Effectivement, suite à cette interview, j'ai reçu beaucoup de haine, mais toujours de la même catégorie de personnes. Les drag queens, les pro-Palestine et les transgenres. C'est tout. Quant au reste, j'ai reçu que des compliments et que de l'amour. Et tous les jours, j'essaie de partager tous les messages d'amour que je reçois de partout pour me dire merci. Parce qu'en France, quand tu dis la vérité, tu te déranges et tu te fais lyncher de partout. De partout. Et c'est pas grave. Moi, je protège ma tête. Je fais en sorte de ne pas regarder les commentaires négatifs. Malheureusement, certains viennent à moi, évidemment. Et puis les gens me tiennent au courant de certaines choses. Moi, si tu viens m'insulter sur mon unique réseau social, parce que moi, je suis nulle part. J'ai pas de réseaux sociaux à l'exception d'Instagram. Ok? Si tu viens m'insulter sur Instagram, je te signale, je te bloque, donc choisis bien ton insulte. Parce que tu auras une chance de m'insulter dans ta vie, pas deux. Qu'est-ce que vous pensez des stéréotypes de genre? Stéréotypes de genre, c'est-à-dire? Je sais pas, par exemple l'idée qu'une fille
devrait plutôt être féminine, porter du rose, que les petits garçons aiment le bleu. Enfin, je veux dire, ces archétypes féminins et masculins, est-ce que vous pensez qu'ils ont un sens ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'idée de les déconstruire ou vous pensez qu'un petit garçon peut très bien voilà, porter du rose et devrait avoir cette liberté. Enfin, où vous vous placez dans cette idée-là? Moi, j'aime bien cette idée de garder quand même le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Pourtant, vous êtes Je sais presque en rose. je sais que c'est très contradictoire, mais je vais être sincère avec vous, je pense que c'est très important. Après, en grandissant, on est libre de s'habiller comme on veut et de faire ce qu'on veut de notre vie et de nos codes vestimentaires. Moi, je suis très pudique quant à ma sexualité, quant à énormément de choses. Mais je pense que d'emblée, quand tu viens au monde, en tant que garçon, si tu as une chambre bleue, qu'on t'habille en petit garçon, c'est correct. Moi, je trouve que c'est bien. Ça fait plaisir aux parents. Et puis ça te permet d'avoir la liberté, quand tu grandis, de choisir tes codes vestimentaires d'après toi. Tu vois ce que je veux dire que Oui, de comprendre ce qui est la norme et ensuite d'en Ouais. sortir. Oui, je pense que quand on est enfant, on devrait être dans une certaine norme. Après, c'est à toi de décider de ce que tu fais de ta vie, en fonction de ton travail, de ce que tu as envie de faire aussi de ta vie. Moi, maintenant j'ai un look vraiment sobre, classique, mais pendant des années, j'ai eu un look assez extravagant, mais encore une fois, qui était en cohérence avec mon métier, la personnalité publique que j'ai été ces 20 dernières années. Donc forcément, je pouvais me permettre d'être extravagant. Si j'avais eu un autre métier, je ne l'aurais pas été. J'aurais été classique toute ma vie. Mais vous pensez pas qu'il y a des petits garçons, pour prendre l'exemple des petits garçons, mais c'est pareil à l'inverse pour les petites filles, les petits garçons que ça fait souffrir, justement, qui eux, par nature, en fait, vont avoir des goûts plutôt traditionnellement dits féminins, et que ça fait souffrir que leurs parents veuillent à tout prix les mettre dans un carcan de non, tu ne joueras pas avec des poupées, tu vas jouer avec des petites voitures, et que c'est peut-être justement... Est-ce que ça pourrait être la cause de certaines transitions de genre, par exemple ? Je ne sais pas. Moi, je pense encore une fois que, en ce qui concerne les transitions, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre psychologique qui se passe. Je pense qu'on devrait faire des études sur le sujet, de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain pour qu'il soit amputé. Parce que c'est ça finalement qu'ils font aux gens. Ils amputent les parties génitales, les seins, etc. C'est un massacre, je suis désolée de le dire, c'est un massacre. On massacre le corps d'un être humain. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu en arrives là? La question se pose. Moi, personnellement, quand j'étais petit, mes parents m'habillaient en tartines et chocolat. J'étais le petit garçon classique, habillé en tartines et chocolat, on ne peut plus masculin, avec ce petit nœud pape, etc. Et ça m'empêchait pas de faire un scandale à Carrefour parce que je voulais acheter la Barbie de la petite sirène, parce que j'adorais le dessin animé. Et mes parents m'ont quand même acheté la Barbie de la petite sirène et tout va bien. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais que c'est quand même important d'avoir une base solide. C'est pour ça que, tu vois, ce qui me fait peur dans un couple gay, par exemple, c'est que d'emblée, tu habilles ton gamin en rose bonbon ou tu le forces d'emblée à jouer au Barbie. Tu vois, la question se pose aussi de l'autre sens, vois-tu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un chemin parfait, qu'il y ait un parcours parfait. Je pense qu'arrivé un moment, il se passe quelque chose dans la tête de chacun d'entre nous et que voilà, et que des choix sont faits et que... Mais tous les gays sont pas comme ça. Tous les gays vont pas forcer leurs enfants à jouer avec des Ah Barbies. non, mais moi je mets pas tout le monde dedans. Je dis pas que tout le monde va le faire. Hein. Tu sais, je donne vous savez, pardon, je donne des exemples de cas qui existent en fait. Je dis pas que tous les gays ne sont pas de bons parents, mais loin de là. Non, je me permettrai jamais de dire ça. Bien sûr qu'il y a des couples gays et lesbiennes qui sont des parents extraordinaires. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a aussi des dérives. Et c'est important de les signaler parce que dans quelques années, on en parlera comme quelque chose de normal. Mais si on n'en parle pas aujourd'hui, si on ne le dénonce pas aujourd'hui, ça va aller de pire en pire. Est-ce que ce positionnement politique à droite, conservateur, etc., c'est quelque chose qui est là depuis, je veux dire, votre adolescence, ou bien c'est un cheminement au fil d'un certain temps? Est-ce que vous étiez de gauche à un moment et vous êtes passé à droite? Enfin, comment les choses ont évolué pour vous? Moi, je n'ai pas la haine de la gauche. Si demain, il faut que je fasse un concert devant Mélenchon, Mathilde Panot, Delogu et tous les gens les gens de gauche, d'extrême gauche,
je ferai mon métier, je n'ai pas la haine de la gauche, j'ai la haine de personne, moi. Je ne suis pas ici pour diviser, pour offenser, pour humilier qui que ce soit. Néanmoins, j'ai toujours été un homme de droite. D'accord. Mais je précise que je ne suis pas un homme politique, je n'appartiens pas pour le moment en tout cas au Rassemblement national. J'ai aucun engagement politique ni avec Marine Le Pen ni avec le Rassemblement national. Si un jour ça se fait, je vous le dirai, vous serez au courant. Mais pour l'instant, mes propos n'engagent que moi. J'ai juste, voilà, j'ai des valeurs patriotes, je suis attaché aux racines chrétiennes de la France. J'aime la France, je ne veux pas qu'elle disparaisse. Je ne veux pas me retrouver dans un pays étranger chez moi. Je ne veux pas qu'on oublie qu'un pays sans racines n'est pas un pays. On vient tous de quelque part et on ne peut pas effacer les racines chrétiennes de la France. Parce que sinon, on devient un pays sans identité. Et un pays sans identité, ça n'existe pas. C'est comme si on vous demande d'effacer les racines de vos parents. Dans tous les petits villages de France, dans toutes les grandes villes de France, il y a des églises. Même si elles sont fermées, pour la plupart, mais c'est la preuve que la France n'est pas un pays musulman. C'est un pays aux racines chrétiennes. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous rentrez dans une église? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très spirituel. Je me sens chez moi quand je rentre dans une église. Je me sens en communion avec Dieu, avec Jésus. Je me sens véritablement en paix. C'est un lieu de paix. Vraiment, c'est un lieu qui m'apporte énormément une paix intérieure extraordinaire. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une religion qui est forcément la vérité absolue. Moi, j'ai une éducation judéo-chrétienne et je tiens énormément à la religion juive. J'aime beaucoup Israël. Je trouve que, Vous défendez beaucoup Israël sur Instagram, sur vos réseaux sociaux. Oui. Justement, pourquoi? Écoutez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je pense qu'on n'a pas besoin de raisons évidentes pour défendre et un pays, et une cause, et une religion. Ça vient du plus profond de mon cœur, de mes tripes, de mon âme. J'aime Israël. J'ai toujours défendu Israël. J'ai pas attendu qu'il soit en guerre et j'ai pas attendu le massacre du 7 octobre pour aborder le sujet d'Israël. C'est un pays, c'est une nation et c'est aussi une religion que j'ai toujours portée au plus profond de mon cœur et de mes tripes. Ça ne s'explique pas. Certains diront que je suis une vieille âme, d'autres diront que, en fonction de tes croyances, que peut-être que dans une vie antérieure, qui sait. En tout cas, mon combat est juste, il est honnête, il est sincère. Et tous les jours, je reçois énormément d'amour de personnes de confession juive qui me disent « Merci Bruno ». Je dis « Mais merci de quoi ?» Ils me disent « Tu sais, tu as été en France le seul artiste, chanteur, 20 ans de carrière, toujours en activité, suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, à donner son visage et à dire « Oui, je suis pro-Israël. Oui, je défends les Juifs de France. Oui, je ne vais pas là où tout le monde va. » Et les gens, vous ne pouvez pas savoir les messages d'amour que je reçois au quotidien, qui me disent merci parce qu'on a peur de le faire, parce qu'on n'ose pas s'exprimer, parce qu'on a peur de se faire attaquer. Et merci de le faire, parce qu'il est vrai de le dire que je mets ma carrière en danger. Je mets ma personne en danger quand je suis dans la rue. Je risque de tout perdre. Je peux passer de 2 millions de followers à 3 followers du jour au lendemain et perdre mon public et perdre des contrats et perdre la vie dans la rue. Parce que quand on défend les Juifs en France, on peut perdre sa vie comme ça, parce qu'on va se faire traiter de sioniste et de je ne sais pas quoi dans la rue. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Eh bien, je vais vous dire, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, je l'ai fait et Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois, je n'ai perdu aucun contrat. Néanmoins, je dois avouer que j'ai peur dans la rue. Je ne traîne pas dans la rue sans avoir certaines précautions sur moi. Parce que j'ai conscience que quand tu défends les Juifs et quand tu défends Israël de ce massacre immonde qui a été perpétué le 7 octobre, où des femmes ont été violées, où des enfants ont été assassinés à la main, sans parler des otages, etc. Quand tu défends cette cause-là, eh ben, tu te mets en danger. Et j'en ai conscience, j'en ai pris conscience quand j'ai vu tous les messages de haine que j'ai reçus sur Instagram, mon unique réseau social. J'en ai pris conscience, mais encore une fois, je vais vous dire quelque chose de très fort qui n'engage que moi. Je préfère mourir
à titre personnel, pour une cause juste, que de vivre pour rien. Alors si demain il m'arrive quelque chose, j'aurais eu l'impression d'avoir servi à quelque chose à mon petit niveau, petit chanteur français que je suis. Et je suis réconfortée à ce niveau-là. J'aurais servi plusieurs causes, dont cette cause d'Israël qui me tient à cœur et dont la cause des Juifs de France qui me tient à cœur. Et voilà, et je tiens à le dire, voilà, c'est mes causes, c'est mes combats, c'est mon chemin de vie, c'est ma destinée, et je vais l'assumer. Est-ce que, à travers votre parcours, vous avez souffert d'homophobie? Est-ce qu'on vous a déjà harcelé pour ça? Est-ce que ça a été un sujet dans votre vie? Ça va choquer beaucoup de personnes, mais je me suis posé cette question hier soir, est-ce que véritablement j'ai souffert d'homophobie? J'ai souffert toute ma vie du regard des gens, parce que j'avais un look différent, parce que j'avais des tatouages, parce que j'étais différent. J'ai souffert des moqueries des gens. Mais j'ai jamais eu la sensation qu'on me pointait du doigt parce que j'étais bisexuelle. À titre personnel, quand je réfléchis bien, non. C'est plus la discrimination juste par l'allure, du coup. Oui, parce qu'un garçon qui est tatoué, c'est pas ordinaire. Mais c'est pour ça que depuis janvier 2025, tous les médias que j'ai faits, j'ai vraiment assagi mon look. J'ai fait un travail sur mon apparence pour qu'elle soit en accord avec mon âme, avec ma manière de réfléchir, de m'exprimer, de penser, pour ne plus ressembler à un clown. J'ai pris tous mes sacs, j'ai pris tous mes vêtements de luxe, de marque que j'avais, tous mes vêtements un peu extraordinaires, colorés, toutes mes paillettes, je les ai mises dans des sacs et j'ai tout donné aux pauvres. Oh bah non! Si, mais si. Et maintenant, tous les jours, mon apparence est en accord avec mon âme, avec l'homme que j'ai toujours rêvé d'être. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'était un long chemin, mais je suis l'homme que j'ai toujours rêvé d'être. Je suis en accord avec ma pensée, mon image, mes couleurs politiques, et tout ce chemin de vie m'a amené à être l'homme que je suis aujourd'hui devant vous. C'était un long chemin, c'était pas facile de se défaire de tous ces artifices et de couper le lien avec 90% des LGBT, mais je tiens à le dire, aux LGBT qui m'aiment et qui me suivent, je ne vous trahis pas, je ne vous abandonne pas, je continuerai à vous représenter à ma manière, avec pudeur, avec discrétion. Je représenterai ceux qui veulent bien être représentés par moi, qui s'identifient à mon image de droite, à mes valeurs conservatrices. Et il y en a beaucoup, parce que tous les jours, je reçois des messages de la communauté LGBT qui me disent, par amour de Dieu, ne nous abandonne pas. Parce qu'enfin, on est représenté par quelqu'un qui sait parler, qui n'est pas de cliché, qui n'est pas... voilà, sans vouloir être méchant, qui n'est pas Bilal Hassani. Donc voilà, je représente des LGBT plus modérés, mais je les représente quand même. Je ne vais pas vous abandonner, ne vous inquiétez pas, je ne crache pas dans la soupe, je ne renie pas mon passé. Simplement, je n'ai plus de point commun avec cette secte que sont devenus 90% des LGBT à Paris. Eh bien, merci beaucoup Bruno Monrot pour cette interview très intéressante et pour être venu nous partager un petit bout de votre personnalité. Une dernière question, quels sont vos projets? Alors, je suis quelqu'un de très superstitieux, donc j'ai tendance à ne pas trop parler de mes projets, parce que je pars du principe que quand on parle trop des projets, il y a toujours des petites choses qui font que les projets s'annulent. J'ai des projets très importants. Ce que je me souhaite, en tout cas, c'est de devenir un homme heureux. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans la vie, mais que le bonheur ne s'apprend pas. Alors, je fais un grand travail sur moi pour apprendre le bonheur. Je pense que c'est un très beau projet de vie, et j'espère que Dieu me l'accordera, tout simplement. Eh bien, c'est un très beau mot de la fin, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment, merci pour votre courage. Merci à vous pour votre parcours, votre courage, vos combats, pour votre livre. Et voilà, et merci de m'avoir reçu. Avec un grand plaisir. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne.
Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup.